Allô? Oui, professeur. Très bien. Allez. Alors, il faut savoir que la tuberculose urogénitale, c'est quand même une infection qui est fréquente dans nos contrées. Bon, elle commence justement à diminuer vu le développement économique de notre pays, mais quand même, nous voyons toujours, nous diagnostiquons des cas de tuberculose urogénitale. Il faut savoir que c'est une affection qui est fréquente dans le monde entier également, du moment qu'elle touche un tiers de la population mondiale. C'est une affection qu'on a cru qu'elle était en voie de disparition, mais avec l'avènement et avec l'apparition des infections à type d'HIV, nous avons constaté une recrudescence justement de cette tuberculose. Donc, l'OMS estime environ 8 millions de nouveaux cas à travers le monde et par an. Donc, c'est une tuberculose qu'il faut savoir, c'est une tuberculose qui est secondaire, donc elle n'est pas primitive, donc ce n'est pas le poumon qui est touché à ce niveau-là, c'est Docteur, s'il vous plaît. Oui. Docteur, le sang est très bas. Le sang est très bas. Non, c'est suffisant. Et comme ça, vous m'entendez? Allô? 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 Oui, allô? Oui, il y a un problème, vous me le dites, vous me signalez. Alors, les lésions donc, de cette tuberculose urogénitale se développent depuis le rein, comme je dis depuis le rein, donc depuis les calices, les pieds longs, l'urtère, sur toute son étendue, voire la vessie, l'urètre et même la prostate. Le diagnostic, il va reposer évidemment sur la certitude. La certitude, c'est soit l'étude cytobactériologique des urines avec recherche du BK dans les urines, donc en examen direct ou en milieu de Lowenstein, ou bien sur étude anapath, sur étude de la pièce à l'histologie. Le traitement, comme vous le savez, c'est un traitement à type d'antibiotiques. Donc, je l'ai dit qu'il y a une recrudescence vu que nous avons actuellement l'HIV. Elle touche notamment l'adulte jeune. Pourquoi l'adulte jeune? Parce que c'est les jeunes qui se déplacent beaucoup plus que les vieux. Essentiellement, c'est les sujets masculins. Également, on a constaté que les hommes se développaient et plutôt se mobilisaient plus que les femmes. Donc, les facteurs de risque sont surtout, on l'a dit, l'HIV, le tabac. Présence ou non, il faut toujours rechercher des antécédents familiaux qui restent un facteur prédictif. La tuberculose urogénitale représente 4 à 8% des tuberculoses de manière générale. Alors, l'agent pathogène, comme vous le voyez, c'est le bacille du genre Mycobacterium tuberculosis ou le bacille de Koch. C'est le bacille de Calmette-Guérin, BCG, qui provient d'une souche. C'est la souche bovine à virulence atténuée qui a été obtenue en fait en 1921 par Calmette-Guérin. Donc, il s'agit d'une microbactérie qui est aérobie stricte. C'est pour ça que nous constatons sa localisation au niveau du poumon. Donc, elle est également acido-alcoolo-résistante, BAR, après coloration par la fichine, la coloration de Ziel-Nelson. Le BK se divise très lentement. Son temps de doublement est de 15 à 20 heures, ce qui explique l'évolution très tardive de la maladie. La dissémination est par inhalation effectivement du bacille tuberculeux lors de la primo-infection. Donc vous avez trois situations possibles. Donc soit vous avez une guérison, soit vous avez
La tuberculose latente, c'est-à-dire que la maladie est persistante, c'est la multiplication des bacilles est contenue par le système immunitaire qui va conduire à une réactivation de la tuberculose secondaire. L'évolution, c'est des lésions à type de caséum, donc c'est des lésions caséeuses, donc c'est des formations de cavernes tuberculeuses à l'origine d'une dissémination bronchique. Cette dissémination se fait à travers des microfoyers qui sont extrapulmonaires et qui se localisent préférentiellement, comme on l'a dit, dans des zones où vous avez une concentration d'oxygène. Toutes ces atteintes peuvent donc s'associer à des lésions secondaires telles que les localisations ganglionnaires ou par dissémination lymphatique. Préditive du principalement pour le Mycobacterium bovis par justement une ingestion d'aliments contenant tels que les produits laitiers crus. L'incidence de ces infections est en régression depuis donc la pasteurisation. Vous savez ce que c'est la pasteurisation? C'est-à-dire faire bouillir soit tout ce qui est liquide. L'atteinte urogénitale peut être contemporaine donc de la primo-infection, c'est-à-dire par inhalation. Ensuite, elle va disséminer dans le sang pour gagner le cortex urinaire, ou bien carrément par... alors, vous avez, pardon, je me reprends, l'atteinte urogénitale peut être contemporaine de l'infection, comme je l'ai dit, tuberculose primaire, ou liée à une réactivation secondaire des lésions. C'est quoi le réactivation secondaire des lésions? Des lésions qui, initialement, étaient pulmonaires, c'est-à-dire après une évolution qui peut aller jusqu'à 20 ans, et nous allons retrouver le virus donc au niveau, de la bactérie au niveau du cortex rénal et créer cette tuberculose secondaire. Dans les deux cas, l'atteinte est initialement rénale et elle se fait par voie hématogène. Secondairement, l'infection se propage par voie urinaire descendante. Qui dit voie urinaire descendante, ça veut dire qu'il y a par voie hématogène, vous avez une atteinte au niveau du cortex, ensuite au niveau des cavités rénales qui sont les calices, puis le pied long, et on descend à travers l'urtère pour atterrir et arriver au niveau de la vessie, éventuellement. Chez l'homme, les organes génitaux, à savoir les ampoules différentielles et la prostate, et chez la femme, uniquement l'urètre. Parce que la tuberculose génitale est différente chez la femme, elle peut toucher aussi les anneaux. Donc, aussi, on peut avoir un autre type d'atteinte, c'est l'atteinte endovésicale après instillation de BCG. Alors, il faut savoir que nous instillons les vessies avec un bacille de coque atténué dans les tumeurs de vessie. Donc, on a prouvé qu'actuellement, le BCG activait des réactions immunitaires qui vont agir au niveau des tumeurs vésicales, intravésicales. Donc, ça va effectivement diminuer la fréquence des récidives des tumeurs de la vessie. Donc, la dissémination est rare dans ces cas et elle va se manifester comme les primo-infections, à savoir des miliaires, etc. Alors, les lésions évocatrices à l'anapax, ce sont les granulomes gigantocellulaires avec nécrose caséeuse. Donc, nous allons retrouver dans les voies urinaires, au niveau des lésions urinaires, vous aurez soit des cavernes ou des pyonéphroses. Pyonéphrose, ça veut dire présence de pus dans le rein. Des voies excrétrices, vous allez avoir des ulcérations et des végétations. Vous pouvez avoir également de la sclérose qui vont provoquer des rétrécissements et en amont des hydronéphroses. Dans les voies génitales, chez l'homme, vous pouvez avoir une épididymite aiguë ou chronique. Elle peut être unilatérale ou bilatérale, qui sera responsable de stérilité ou d'infertilité. Par contre, chez la femme,
l'atteinte des trompes de Fallope, parfois atteinte ovarienne, endométriose, également d'infertilité et de stérilité. Le diagnostic, comme je l'ai dit, que la forme ou l'atteinte urogénitale, elle est sévère. Initiale est souvent frustre et soit insidieuse. Elle n'existe pas de corrélation anatomo-clinique. Ça veut dire que vous pouvez avoir des lésions très importantes qui peuvent même détruire carrément le rein sans qu'il n'y ait aucune symptomatologie sur le plan clinique. Donc vous n'aurez ni fièvre, ni douleur, etc. Parfois, un petit éclaircissement au niveau de l'urètre peut provoquer une urétro-hydronéphrose en amont et occasionner donc des douleurs importantes, voire de coliques néphriques. Donc, toujours dans l'interrogatoire qui est très important, il va rechercher une notion de comptage, soit familial ou dans l'environnement. Le diagnostic va reposer sur un ensemble d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Donc, aucun n'est pathognomonique, mais vous allez voir qu'il y a des lésions quand même, qu'on va dire, des lésions radiologiques, qu'on va peut-être dire qu'il s'agit effectivement de lésions pathognomoniques. Le diagnostic peut être évoqué chez tout adulte jeune présentant une cystite non étiquetée. Cystite non étiquetée, c'est-à-dire non prouvée, bactériologique. Donc, vous pouvez penser au diagnostic quand il s'agit d'une cystite avec une pyurie sans germe. Vous aurez du pus dans les urines, mais à l'étude cytobactériologique, on vous dira qu'ils n'ont pas retrouvé de germe. Donc, pensez quand même à la tuberculose. En cas de lésion génitale, les lésions plus fréquemment l'épididyme, ils vont se traduire également par, je l'ai dit, par une épididymite. Environ 50 à 75% des cas ont une atteinte génitale associée à l'atteinte urinaire. Le bilan radiologique de tout l'appareil urinaire uroscanner est toujours indiqué, ainsi qu'une radiographie du thorax à la recherche d'une localisation pulmonaire. L'ASP, il constitue le premier temps de l'UV, urographie intraveineuse, UV, urographie intraveineuse. Toujours, vous faites un abdomen sans préparation à la recherche d'anomalies morphologiques que sont petits ou plus ou moins gros reins. Donc, soit vous avez un petit rein, ou bien parfois vous avez un gros rein. Les contours sont irréguliers et parfois un pôle qui est carrément atrophié, donc amputé. Vous pouvez avoir également des calcifications intraparenchymateuses, voire des calcifications peu denses, amorphes, contours flous, intéressant une partie ou la totalité du rein, qui vont réaliser le rein mastique. Je vous le montrerai maintenant dans un cliché. Voilà ce que c'est le rein mastique. Donc vous avez l'ombre rénale avec une image de tonalité pratiquement calcique qui se projette dans cet espace-là. Et pensez toujours au rein mastique. Les autres signes toujours à l'ASP, vous avez des calcifications, vous pouvez avoir des calcifications au niveau de la prostate, des calcifications au niveau de la vésicule séminale et au niveau des canaux déférents, rarement, donc qui seront touchés, des signes d'atteinte tuberculose extragénitale, des calcifications aussi, les rechercher à l'ASP au niveau de la surrénale, au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau des ganglions, en basie thoracique, ou encore, vous pouvez avoir un mal de tête ou une coccyte. Maintenant, après injection du produit de contraste à l'UV, qu'est-ce que vous allez voir? Donc, vous allez voir soit la tuberculose, la caverne tuberculeuse dont nous avons parlé, donc au niveau du rein, vous avez une caverne tuberculeuse, ou bien des rétrécissements ou exclusion carrément de voies excrétrices. Les lésions sont multifocales dans plus de 80% des cas. D'où l'intérêt de faire justement le diagnostic précoce de cette affection. L'UV est normal dans 10% des cas. Alors, les anomalies fonctionnelles. On commence toujours par le rein et on descend. Donc, au niveau du rein, donc de la néphrographie, vous avez déjà un retard qui est observé. Un retard à l'expression. Donc, vous avez aussi l'intensité qui est diminuée, l'intensité du produit de contraste.
vous pouvez avoir un parenchyme qui est détruit, inhomogène, avec image lacunaire, pouvant correspondre à un calice dilaté en amont d'une tige. Donc là, vous avez une tige qui a rétréci. Et quand vous avez quelque chose qui est rétréci, en amont, bien entendu, vous avez une dilatation. Vous allez voir tout ça dans des clichés que je vais vous détailler. Vous allez avoir aussi une sténose ou une caverne parenchymatose, on en a parlé. La mutité rénale correspond soit mutité, c'est-à-dire que le rein ne s'exprime pas. Vous injectez le produit de contraste, mais vous ne voyez pas à l'UV l'expression de ce produit de contraste. Donc on parlera de mutité. Cette mutité va correspondre soit à une destruction complète du rein, soit à l'obstruction de la voie excrétrice par un obstacle de nature tuberculeuse ou lithiatique. Les anomalies morphologiques, donc vous pouvez avoir un petit rein qui est lié bien entendu à la destruction, à de la sclérose. Vous allez retrouver aussi des encoches au niveau de la surface, au niveau du cortex rénal, qui sera responsable d'un petit rein disharmonieux, donc il n'est pas harmonieux. La tuberculose disharmonieux, contrairement aux petits reins de l'insuffisance rénale qui sont harmonieux. Donc pour faire la part des choses, les tuberculomes qui sont habituellement non visibles à l'UV, en raison de leur petit volume, peuvent se traduire soit par un syndrome tumoral rénal, donc c'est là le diagnostic différentiel, ou bien vous avez carrément un gros rein au parenchyme aminci en cas d'obstacle. Donc si vous avez un rétrécissement, donc un obstacle, un rétrécissement, vous avez un gros rein, donc le rein va augmenter de volume, et le parenchyme sera vraiment aminci, vous n'aurez plus de parenchyme. Alors, vous voyez ici cette caverne au niveau du pôle inférieur. Image d'addition, caverne tuberculeuse, elle correspond à la forme ulcéro-caséeuse. C'est une image d'addition de taille, de forme et de répartition variable, c'est-à-dire qu'elle peut se localiser au niveau du pôle inférieur, voire du pôle inférieur ou au niveau du tiers moyen. Également ici, vous voyez ce rétrécissement ensuite. Voilà, déjà là, regardez, vous avez un rétrécissement, d'où cette dilatation, et vous avez ces calices qui deviennent en boule, comme ça. Normalement, elles devraient être comme ça, plutôt convexes en angle. Là, vous les avez en boule. C'est des images évocatrices d'infection. Et vous voyez, voilà, très bien. Ici, on voit cette dilatation en boule d'un calice, alors que le calice doit être comme ça. Voilà. Les anomalies pyélocalicielles, nous sommes toujours à l'UV, à la description de l'UV. Alors, les anomalies pyélocalicielles, souvent constantes, elles peuvent s'associer. Donc, vous avez des sténoses. Sa mise en évidence précoce est un élément fondamental du diagnostic. La sténose d'une tige calicielle, vous l'avez vu, responsable d'une dilatation des petits calices, décrite sous forme d'images en marguerite. Vous voyez, c'est pas les images, soit des images en marguerite ou des images en fleurs fanées. Vous pouvez avoir aussi des sténoses, donc on descend, on a parlé de calice, donc sténose au niveau du calice, en amont bien sûr il y a une dilatation. Vous avez des sténoses au niveau du bassinet, qui peut être réduit, vraiment réduit, à un conduit court et mince, donnant l'impression d'une communication directe entre le calice et l'urtère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous n'aurez plus de bassinet, c'est uniquement un passage du calice vers l'urtère. Et voilà, donc vous avez un rétrécissement à ce niveau-là, ici. Donc en amont, vous avez la dilatation de cette urtère proximale, ensuite le pylon. Vous avez au niveau des calices un rétrécissement et une dilatation en amont. Ça, c'est l'image de Marguerite dont on a parlé à l'instant. Toujours en pyélocaliciel, les zones anomalies, on a vu qu'il y avait une sténose. Après la sténose, elle peut toucher le calice, on a dit, elle peut toucher aussi le pylon. Là, au niveau pyélocaliciel, vous pouvez voir aussi la convergence. C'est quoi? C'est la sténose. La sténose va attirer
à elles les calices voisins et le bassinet responsable de leur angulation. Cette convergence est pathognomonique de la tuberculose, classique image en épingle à cheveux. Je vous l'ai montré justement dans cette vidéo, dans cette planche. Rétrécissement, on a l'impression que les calices sont aspirés et vous voyez cette dilatation. Alors, elle est monstrueuse à ce niveau-là. Et regardez, voilà, les calices sont dilatés. Retenez bien ces images. Quand vous avez ces images, à l'urographie intraveineuse, pensez donc à la tuberculose. Toujours en piélocaliciel, vous avez aussi des dilatations en amont, on l'a vu, c'est très simple. Hein. Sténose, ça provoque en amont une dilatation. On ne va pas passer plus de temps sur ça. Vous avez aussi des images d'amputation. C'est le stade ultime de la sténose qui correspond à l'exclusion carrément d'une tige calicielle et donnant une image d'amputation, image en épine, à limite régulière, rendant le calice sous-jacent fantôme. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus, regardez, voilà, un rétrécissement et une dilatation à ce niveau-là. Et comme on avait dit, une espèce de... On a l'impression que carrément, le calice se projette au niveau de l'urtère sans pyélon. Donc le pyélon pratiquement a été aspiré. Au niveau urétéral, donc après les calices et le pyélon, on passe à l'urtère et c'est pareil, c'est une inflammation de l'urtère sur toute son étendue. Alors l'inflammation va réduire bien entendu la lumière de l'urtère et on aura des images parfois floues. L'urtère devient hypotonique, il va perdre de son péristaltisme, c'est-à-dire il va perdre de son mouvement, qui sera responsable d'une image, j'allais dire unique, on appelle ça une image de trop belle urtère, c'est-à-dire que vous pouvez voir l'urtère sur toute son étendue. Vous allez voir maintenant le cliché. La fibrose urétérale, bien sûr, après l'inflammation, va s'installer de la fibrose. Cette fibrose peut être localisée ou bien elle peut être diffuse le long de l'urtère. Tous les segments urétéraux peuvent être touchés, depuis l'urtère proximale, c'est-à-dire sous-piélée, l'urtère lombaire, l'urtère iliaque, l'urtère pelvienne. Alors, sur cette planche, sur cette image d'urographie intraveineuse, vous voyez l'urtère, on le voit regarder sur toute son étendue. Ça veut dire qu'il y a moins de contraction. Donc, ça veut dire aussi qu'il a perdu de son péristaltisme. Donc, c'est ça, en fait, l'image de trop belle urtère. Et vous voyez, lors de l'introduction, on a parlé et on avait dit que cette atteinte, c'est une atteinte d'organisme, c'est-à-dire tout l'organisme, et c'est ça l'organisme urogénital, c'est les deux reins. Et vous voyez que les deux reins sont touchés. Vous voyez ici, à ce niveau-là, le rétrécissement, ça crée une dilatation en amont, et c'est pareil ici, avec cette espèce d'urtère, cette image d'urtère, de trop belle urtère, c'est-à-dire on voit l'urtère sur toute son étendue. Alors, au niveau, j'avais dit aussi qu'on pouvait avoir sur toute son étendue, et ces rétrécissements, on peut les avoir, regardez, au niveau de l'urtère pelvien. Voilà, donc ici, nous avons un rétrécissement ici, et vous avez par contre à droite un rétrécissement en chapelet. C'est un rétrécissement étagé. Vous le voyez, c'est montré par les flèches. Et un autre cliché d'urographie intraveineuse, vous voyez, le cours se base beaucoup plus sur l'imagerie. Et à partir de l'imagerie, parce que le diagnostic bactériologique est très difficile à obtenir. Vous savez, on l'a dit, que c'est une infection paucibacillaire. Donc, et cette bactérie est très fragile. Donc, pour la retrouver dans les urines, il faut l'examen direct, l'examen après culture. Mais là, quand vous voyez ces images, donc, on peut dire donc que c'est des images pathognomoniques d'une infection
spécifique, c'est-à-dire d'une tuberculose. Je reviens à mon cliché pour dire, regardez, effectivement, vous avez cette, si vous vous rappelez, on a parlé d'image en fleurs fanées ou de marguerite. Vous voyez qu'elle ressemble à une fleur fanée ou une marguerite. Que nous avons des dilatations qui sont étagées, et cette image de trop belle urtère, avec cette urtère qui est dilatée en amont de ce rétrécissement. C'est pareil à droite, vous avez un rétrécissement, l'urtère paraît plus dilatée en amont. Vous voyez? Et cette image de fleurs fanées au niveau du ras. Les lésions vésicales maintenant après l'urtère, au stade initial, les lésions bien sûr, c'est les lésions inflammatoires qui dominent. Mais après, vous aurez un épaississement de cette vessie avec des contours qui sont irréguliers et des parois vésicales qui présentent donc un œdème qui vont saigner au contact. Au stade plus avancé, les lésions deviennent parfois chroniques avec des épaissements plus importants de la paroi vésicale. Et cette vessie à paroi épaissie devient plus petite, qui devient inextensible, qui donne une image de double contour. Cette petite vessie avec implantation haute des urtères, je vous montre tout de suite les images. Regardez cette petite vessie, et vous avez un rétrécissement à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et vous voyez la dilatation des urtères pelviennes et ça va monter jusqu'au rein. Et c'est pareil de l'autre côté. Alors, vous voyez, pratiquement, c'est une vessie qui ne contient plus rien. Et essayez d'imaginer un petit peu la symptomatologie de ces malades. Donc, c'est des gens qui sont pratiquement, j'allais dire, tout le temps aux toilettes. Ils font plus de 50 mictions par jour parce que les pauvres, sans parler de la douleur, de la brûlure mictionnelle. Donc, essayez de relever cette image, de la garder en tête. Pareil, sur ce cliché-là, on a parlé de vessie en double contour. Vous voyez le double contour de cette vessie et ce rétrécissement au niveau de la jonction urétéro-vésicale et une dilatation amont, vous voyez, et cette image de fleur fanée ou de marguerite, alors qu'à droite, et c'est ça la multipérinéale, on voit que pratiquement le rein ne s'exprime pas, donc il n'y a pas, c'est un rein détruit. Les lésions urétro-prostatiques, donc c'est des lésions qui touchent l'urètre et la prostate. Elles sont fréquentes. Les cadavres prostatiques sont pacifiés lors de la cystographie mictionnelle sous forme d'image d'addition au niveau de l'urètre postérieur. Parfois, ces lésions urétro-prostatiques sont fistulisées au niveau du scrotum, donc vous aurez carrément des fistules au niveau du périnée, réalisant les périnées en forme d'arrosoir. L'évolution des lésions urétrales peut se faire vers la sténose, comme dans les voies excrétrices supérieures. Et regardez, voilà. Alors vous avez cette image de vessie avec cette prostate qui présente des fistules cutanées. Scrotales, ça veut dire des fistules cutanées du polype contraire. C'est pareil ici. Vous avez l'urètre et vous avez ces fistules, cette fistulisation du produit de contraste au niveau du scrotum. Le deuxième examen, vous avez vu, j'ai commencé avec l'échographie intraveineuse. L'échographie est moins performante que l'UIV ou la TDR. Elle permet de rechercher des lésions rénales, des cavités, qui échappent à l'échographie intraveineuse. Elle va vous montrer quoi? Elle va nous montrer un gros rein ou un petit rein. Elle va aussi pour essayer d'avoir du pus ou des urines infectées. Voilà l'image d'un rein qui est dilaté. Alors, on appelle ça une hydronéphrose. L'aspect échographique très suggestif du diagnostic, je l'ai dit, c'est très simple, une dilatation d'une partie seulement. Donc, vous aurez soit un calice qui est dilaté, ou bien carrément tout le rein, donc pied lent, etc. Le rein peut être d'aspect strictement normal, avec bonne différenciation corticomédulaire. Cet aspect, associé à celui d'un rein muet à l'UV, est pathognomonique de la tuberculose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être plus clair. C'est-à-dire que vous vous rappelez du cliché que je vous ai montré. On a parlé à droite d'un rein muet, donc qui ne s'exprimait pas.
Et quand vous faites l'échographie, vous allez le retrouver. Donc, vous allez dire que c'est un familier et que c'est pathognomonique d'une infection urogénitale chez l'homme ou urinaire chez la femme. La TDM est plus sensible que l'IV pour la détection des anomalies fonctionnelles. Bien sûr, des calcifications parenchymateuses, mais surtout pour l'analyse périrénale et périvésicale. Les lésions rénales qui évoquent des calcifications parenchymateuses, des cavernes tuberculeuses, des hydrocalices, des encoches corticales ou des hypodensités parenchymateuses en rapport avec une nécrose caséeuse. Donc, vous comprenez bien que le diagnostic peut être fait avec l'UIG, mais parfois vous serez contraint de faire la TDM. Parfois vous faites la TDM en voyant justement des calcifications, en voyant des cavernes tuberculeuses, des hydrocalices, des encoches. Vous pouvez vous contenter de ça pour éventuellement faire le diagnostic. Et voilà, donc une coupe scanographique avec un hydrocalice, vous voyez, un hydrocalice à droite, avec une dilatation en amont. Voilà. C'est ça une encoche. L'encoche signe l'infection rénale. Ça signe la pyélonéphrie. Et là, vous avez des calculs, calcification. Cette calcification, ça veut dire que vous avez des calculs. Et vous voyez que c'est des calculs qui sont denses, aussi denses que l'os, que la vertèbre. Vous voyez, la densité, elle est pratiquement pareille. Les explorations rétrogrades, donc après l'IV, l'échographie et la TDM, vous avez les explorations rétrogrades. Elles sont souvent nécessaires si les renseignements obtenus par l'IV sont insuffisants. C'est la pyélographie rétrograde. Donc, c'est quoi la pyélographie rétrograde? C'est-à-dire qu'on essaye de cathétériser l'urtère et injecter du produit frontal et on va l'aspect justement des reins. Cet examen est indiqué quand vous justement à l'hyrographie intragréneuse, vous n'arrivez pas à voir le rein droit. Comme tout à l'heure sur le cliché, il y avait uniquement le rein gauche, comme on voyait. Donc, vous pouvez, par voie endoscopique, cathétériser le méa urinaire au niveau de la vessie, bien sûr. Le méa urinaire droit, dans le cas précis, injecter du produit frontal et faire sortir des clichés. On appelle ça une pyélographie rétrograde. Vous pouvez aussi faire une cystographie rétrograde, c'est pareil, c'est pour explorer la vessie. On cathétérise l'urètre, on injecte du produit de contraste et on tire des clichés pour apprécier justement la vessie et voir si cette vessie est refluente ou pas, pour étudier s'il y a un reflux vésico-urétéral et le grader. L'UPR, c'est l'urétropyélographie rétrograde. C'est pareil, c'est comme la pyélographie, mais elle va aussi intéresser l'urtère. C'est l'urétéropyélographie rétrograde. Il faut savoir que ces explorations doivent être faites en dehors de toute infection autre. Donc, si on doit faire ces explorations, on doit les faire en préopératoire immédiat. Voilà, et j'avais mis ici peut-être le premier temps de la mise en place d'une endoprothèse urétérale, c'est-à-dire qu'il faut carrément trouver la solution. L'IRM sont réservés au cas où le couplet d'échographie ne précise pas le niveau de nature de l'obstacle. Si vous n'arrivez pas à délimiter l'obstacle, l'IRM peut être un outil pour justement le délimiter. Ou bien, deuxièmement, s'il y a une contre-indication justement à l'injection de produits de contraste dans le cas de l'urographie intraveineuse ou du scanner. Le diagnostic différentiel, les érosions calicielles peuvent se faire disputer sur une nécrose papillaire, voire un diverticule. Une caverne tuberculeuse, elle se fait avec un abcès ou un kyste hydatique rompu dans les voies excrétrices. L'amputation calicielle d'une tumeur maligne du rein, envahissant les voies excrétrices, ou une tumeur de voie excrétrice. La sténose de la voie excrétrice, le diagnostic différentiel peut se faire avec une tumeur de la voie excrétrice.
Le diagnostic, vous avez vu, j'ai mis bactériologique. C'est quoi? C'est pratiquement isoler votre bactérie. Il faut isoler le bacille acido-alcoolo-résistant. Alors, comment faire? Donc, des techniques d'amplification nucléaire par PCR peuvent être utilisées pour mettre en évidence justement l'ADN mycobactérien. OK? Donc, c'est une technique qui ne se fait pas actuellement, mais peut-être que grâce justement au Covid, les gens se sont mis à faire des PCR et j'espère qu'avec le temps, on pourra justement essayer de faire et de détecter et de mettre en évidence cet ADN du mycobactérien. Le traitement de la tuberculose urogénitale, il repose sur un traitement initial de 2 mois, intensif, utilisant 4 drogues, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol. Donc ce traitement sera suivi par une double antibiothérapie, rifampicine et isoniazide. Le but, c'est d'éliminer les bacilles dormants intracellulaires. La Delcom, 4 médicaments pendant 2 mois, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol, puis suivi par la rifampicine et l'isoniazide. Deux mois, 4 mois. Donc c'est bien fait, mais pas seul. Alors, il est important que le traitement doit être pris de façon rigoureuse, car il y a des risques de mauvaise observance du traitement. Les formes associées, telles que le Rifina, vous avez des formes associées, pour justement simplifier la prise de ce médicament. Vous avez le Rifina qui associe la rifampicine isoniazide, qui facilite justement cette observance. La durée du traitement sera supérieure à 6 mois en cas d'absence de pyrazinamide, 9 mois, ou en cas de résistance, d'intolérance ou de mauvaise observance. Donc on peut aller quand même jusqu'à 1 an de traitement après négativation, jusqu'à la négativation des symptômes. Il existe une augmentation importante du nombre de bacilles multirésistants à la rifampicine. Donc, si vous avez une résistance à la rifampicine, on passe justement à l'antibiogramme et on peut prescrire des quinolones, à savoir le floxacine, la sparfloxacine, la moxifloxacine, et des nouveaux macrolides, l'arithromycine, l'acide para-aminosalicylique, des aminosides, streptomycine, amikacine, etc. Tout dépend de l'antibiogramme. Sur le plan chirurgical, alors, l'intervention est indiquée en cas de lésion unilatérale avancée, cliniquement symptomatique, ou en cas de petite vessie sclérose nécessitant une plastie de remise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chirurgien va intervenir si vous avez un rétrécissement. Alors, si vous avez un rein qui est détruit, on fait carrément l'ablation. C'est quoi? C'est la néphrectomie. Et on confiera le produit de cette néphrectomie, à savoir le rein détruit, à l'anapath. Il va rechercher la tuberculose. Donc, elle va rechercher les cellules gigantocellulaires. Et à partir de là, on instaurera notre traitement pour justement essayer de traiter les zones qui sont inflammatoires et non sclérosées. Et quand la sclérose s'installe, j'allais dire que c'est déjà trop tard. Par contre, il préconisait une levée d'un coup. Si vous avez par contre un rétrécissement, on peut mettre une gigi ou carrément une néphrectomie pour quelques années pour garder cette fonctionnalité du rein. Voilà, sur le plan chirurgical, alors si vous avez un rein qui est détruit, ou un rein, donc rein détruit, ça veut dire rein massif.
néphrectomie. Si vous avez un rétrécissement, on peut mettre des sondes ici pour lever l'obstacle. Donc, vous avez une sonde, donc vous mettez pour drainer. Ce drainage peut se faire de deux manières. Soit par une endoprothèse, c'est-à-dire la sonde W, soit carrément faire une néphrostomie par voie éco-guidée percutante. Voilà. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Allô? Oui, docteur. Oui, je vous écoute. Apparemment, il n'y a pas de question. Non. Donc, vous avez tout compris, c'est bien? Il y a une question pour la discussion. Hein. Oui. Allô? Allô? Oui, docteur, نقراها لك. أقرأ هذه parce que là, j'ai pas... Professeur, s'il vous plaît, j'ai une question concernant l'hypertrophie bénigne de la prostate. Le contrôle est annuel pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est la question. Voilà. Est-ce que le contrôle est annuel? Alors, tout dépend. Oh, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. Là, s'il vous plaît, j'ai une question concernant le contrôle et attendez, vous pouvez très bien. Alors, dans le cas de l'hypertrophie bénigne de la prostate, tout dépend du stade. Si vous avez un stade, donc au début, donc vous avez uniquement des signes cliniques. Là, vous mettez votre malade sous traitement. Et votre traitement ne peut pas aller à l'annuel. Donc, c'est pratiquement tous les 3 mois, vous allez prescrire votre médication et vous le reverrez. Par contre, maintenant, s'il y a effectivement une hypertrophie de la prostate qui a été découverte au décours d'une échographie faite pour autre chose, et que le radiologue vous dit qu'effectivement, il y a une hypertrophie de la prostate. Oui, là, à partir de ce moment-là, vous faites votre contrôle annuel, c'est-à-dire il n'y a pas sans signe. Mais s'il y a des signes et que vous mettez votre malade sous traitement pour atténuer les signes, ça va la faire la diviser. Là, vous verrez votre malade tous les 3 mois. Moment 1, pour voir justement son observance des médicaments. Deuxièmement, pour voir comment évolue sur le plan clinique. Et troisièmement, pour refaire une autre ordonnance. D'accord? C'est 3 mois. Donc, je me redis, si le patient n'a pas de signe clinique, donc il y a une abstention thérapeutique tous les ans, il n'y a pas de souci. Maintenant, si le malade a des signes cliniques de l'hypertrophie de bénigne de la prostate, si vous vous rappelez de la fameuse s'il n'y a pas de parallélisme anatomoclinique. Donc, vous pouvez avoir de grosses prostates sans avoir de symptomatologie. Là, vous ne faites rien, il n'y a pas de signe, vous le verrez une année après. Alors, s'il y a des signes, vous le mettrez sous traitement. Vous vous rappelez de la thérapeutique, c'est les 3 classes thérapeutiques. Phytothérapie, alpha bloquant et inhibiteur de la 5-alpha réductase. D'accord? Là, vous êtes obligé de le revoir tout le temps. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Vous avez des types de questions, apparemment, vous voyez. Allô? Très bien, je pense que c'est bon. Allô? Oui, docteur. C'est bon? Normalement, oui, c'est bon. Merci. Normalement, c'est bon. Allez, très bien, merci beaucoup et bon courage pour l'examen. Merci. Salut, au revoir.